Allez, c'est bon pour moi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Je m'appelle David Hubert, donc je suis maître brasseur au Ninkasi depuis maintenant 22 ans. Voilà, à la base j'ai passé un diplôme d'ingénieur chimiste et ensuite j'ai fait un diplôme spécialisé en brasserie en Belgique pendant 1 an et demi. J'ai fait mon stage de fin d'études au Ninkasi et depuis je suis toujours là. D'accord, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font leur stage qui restent au Ninkasi aussi. Oui, mais 22 ans c'est long, mais en fait c'est parce que je me suis jamais ennuyé, il y a toujours eu des nouveaux projets. Une bonne croissance, développement de produits, de nouvelles recettes de bière. En plus, maintenant, on a vécu une nouvelle aventure avec le whisky, on fait aussi des sodas. On nous demande toujours de développer des nouvelles recettes. Donc c'est cette stimulation qui fait qu'il n'y a pas de monotonie, on s'ennuie pas et on voit pas le temps passer en fait. Ah Jérémy Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment tu voyais les choses au tout début de Ninkasi et comment tu les vois aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as toujours les mêmes libertés? Oui, j'ai toujours la même liberté. Mais l'équipe s'est agrandie, s'est structurée. C'est-à-dire, on a un service commercial, on a un service marketing. Donc maintenant, je suis plus tout seul dans mon coin à faire les recettes. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus partagé. Voilà, on travaille beaucoup plus en équipe. Au tout début, j'étais le seul brasseur, mais petit à petit, l'équipe de brasseurs s'est agrandie. Donc, j'ai pas gardé l'élaboration des recettes pour moi, bien sûr. Ça aurait été trop égoïste. Donc, on travaille de plus en plus en équipe. On partage beaucoup. Voilà. Okay. Puis, je m'enrichis aussi des gens que je côtoie. Des jeunes notamment, parce que moi je suis quand même plus de la vieille école. Et quand tu as commencé, du coup, il y avait Christophe qui brassait aussi. Oui. Et c'est toi qui as vite repris les rênes. Alors, c'est comment? Avec Christophe, il m'a accueilli à la brasserie. C'était lui le seul brasseur, donc il m'a appris à me servir du matériel, la salle de brassage, etc. Et au bout de 2 mois, il est parti. Il m'a laissé les rênes, voilà. Ah ouais. Ok. En fait, il a arrêté assez vite le brassage. Alors, il avait commencé, lui, en septembre 97. Et il a arrêté à peu près, je dirais, avril 99. Donc, il a brassé, on va dire, 2 ans. Mais comme tout chef d'entreprise, il pouvait pas tout faire. Donc, il a dû déléguer certaines choses. Voilà. Okay. Est-ce que tu pourrais me dire de quelle bière tu es le plus fier aujourd'hui dans la gamme Ninkasi? Alors, la gamme classique, on va dire, Ninkasi, une bière dont je suis le plus fier, c'est la French IPA. Parce que on voit, c'est une vraie mode les IPA actuellement. Il y a beaucoup cette typologie de houblons fruités américains. Voilà, donc on a réussi à avoir vraiment notre propre IPA avec des houblons français, notamment alsaciens. Et en même temps, c'est une bière qui est maltée, donc elle est quand même équilibrée. Elle a vraiment je trouve qu'elle a vraiment une identité à elle. Elle a vraiment une identité à elle. Voilà, pardon. En plus, on me disait que constamment vous faisiez évoluer les recettes. Oui, on n'hésite pas à reprendre une recette et puis à la retravailler. Actuellement, je peux te dire, on va travailler sur notre recette de blanche. Je trouve qu'elle est un petit peu trop sucrée. J'aimerais qu'elle soit un peu plus désaltérante. Actuellement, on fait des tests sur les levures. Voilà, pour des levures qui vont atténuer un peu plus, qui vont la rendre plus rafraîchissante. Pourquoi pas aller jusqu'à changer les houblons. Ensuite, on va travailler sur notre porteur de Lyon. Là, c'est un autre travail parce que la porteur de Lyon, c'est un style historique lyonnais. Et on s'est dit, on va essayer de travailler avec des houblons locaux, du malt local. Donc, on va retransformer cette recette pour vraiment lui donner aussi cette identité terroir. D'accord. Et tu parles de terroir et d'histoire de bière de Lyon. Est-ce qu'il y a une histoire particulière sur la bière à Lyon? Ah oui, la bière à Lyon, en fait, ce sont des immigrants allemands qui sont venus s'installer à Lyon, qui ont monté leur brasserie. Et Lyon est devenu vraiment un pôle brassicole très important. Alors, il y a la Saône et le Rhône, et on parlait d'un 3e fleuve pour la bière. Voilà. Donc, il y a des brasseries encore historiques, comme la brasserie Georges, qui existe encore, qui avait arrêté de brasser, mais qui se sont remis à brasser. Et notamment, Lyon était très connu pour sa bière noire, la bière noire de Lyon. D'accord, je savais pas. On m'a parlé d'un club de thégestophiles aussi. Ah oui, c'est la mémoire historique de la bière lyonnaise. Oui. C'est le Lyon Cervoise Club. Donc, ce sont des passionnés d'histoire, passionnés de bière, donc des grands collectionneurs, et ils ont vraiment des objets super intéressants. Alors, ils collectionnent tous nos sous-bocs. Moi, je leur en envoie aussi. Ah, je savais pas. Ok. C'est quelle bière qui t'a donné le plus de mal? Le plus de mal. Quand t'étais pas satisfait, ou t'arrêtes pas de monter, descendre, de changer la recette, ou il y a un truc qui te satisfait pas. S'il y en a une. Hein.
Non, en fait, c'est des bières qui techniquement étaient difficiles à faire. On a fait des bières assez alcoolisées. C'était une gamme qu'on appelait les grands crus. Donc on travaillait avec des mous très denses en faible quantité. Donc quand on a une salle de brasse, enfin une cuve d'ébullition et qu'on la remplit pas à fond, c'est très difficile à gérer la cuisson, par exemple. Parce que le matériel n'est pas fait pour cette petite quantité, et on a voulu travailler avec des levures de vin, donc on connaissait pas, qui en fait elles vont pas se développer de la même manière que les levures de bière, elles vont pas réagir de la même manière, et en même temps on a voulu aussi les aromatiser avec du bois, donc des écorces œnologiques, et même on est allé jusqu'à acheter des barriques de vin qu'on a découpées nous-mêmes pour et en fait le but c'était de marier en fait l'univers de la bière à l'univers du vin, et voilà. Moi, je suis très content de ces bières, mais on en a acheté beaucoup. J'ai vu les sacs où il y avait les copeaux coupés. Ouais. Ça ressemble beaucoup à c'est une barrique de Morgon. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? C'est pour faire quelle bière, par exemple? Alors, actuellement, on fait une Imperial Creek. Donc, on utilise du jus de cerise. Il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de concentré. C'est vraiment du jus de cerise, une cerise qui vient de la région. Et on l'aromatise avec une barrique de Morgon qu'on découpe en morceaux et qu'on met dans la cuve de fermentation. Ce qui va donner ce petit côté vineux à la bière, qui est vraiment intéressant, et c'est un bel équilibre, je trouve. Ouais. La barrique, c'est carrément devenu un ingrédient, en fait. C'est devenu un ingrédient, ouais. Mais c'est pas du bois d'œnologie qu'on peut acheter dans les sociétés spécialisées. C'est-à-dire que là, la barrique de Morgon, on est obligé de trouver une vraie barrique de Morgon, la découper nous-mêmes, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a une touche Ninkasi sur tes bières, enfin sur les bières Ninkasi? Ah oui, on en parle beaucoup. Qu'est-ce qui fait que c'est une bière Ninkasi? On pose beaucoup la question quand je fais visiter la brasserie. C'est une question difficile maintenant avec la profusion de bières qu'on peut trouver en France, voire dans le monde. Qu'est-ce qui fait que nos bières se démarquent des autres? Je pense, moi je dirais c'est l'équilibre en fait, la finesse. On n'aime pas quand c'est grossier. Voilà, je vais pas dire allez, je remets 10 kilos de houblon en plus pour que ça explose, pour que ce soit super amer. Non, on cherche. En fait, c'est la culture française de vraiment la finesse, bon et fin, équilibré. Tenir, en vrai. Oui, c'est le plus dur. D'ailleurs, une des bières les plus dures à faire, c'est la Pilsner. C'est le moindre défaut va se sentir. Mais quand c'est bien fait, c'est fantastique. Ah, complètement. Et bière sans alcool, c'est pour bientôt? C'est où la sortie de secours? Oui, alors voilà, c'est quand je disais qu'on travaille avec le service marketing, forcément, eux, ils voient l'évolution du marché, ils voient que les bières sans alcool, c'est en croissance, et donc ils m'ont demandé de faire une bière sans alcool. Et on veut pas tricher, c'est-à-dire que je veux pas faire une bière que je fais fermenter, que je désalcoolise après. Voilà. Je veux pas faire une bière dont je stoppe la fermentation puis qui reste sucrée à la fin. Je trouve ça dégueulasse. Et je veux faire vraiment une bière comme on fait une bière, mais avec peu de matières qui vont devenir de l'alcool, donc peu de sucre à la base, peu de malt. Mais pour pas que ça soit aqueux, il faut bien équilibrer avec du houblon, il faut bien équilibrer avec des maltes spéciaux. Et c'est vraiment difficile. Donc en mai, on sort une low alcool qui j'espère fera en dessous de 1,5%. Donc on n'est pas encore au 1,2 qui vont bientôt passer à 0,5. On va pas viser le no alcool, on va viser le low alcool. Voilà. Et on va essayer de trouver on va sûrement en faire une sour à la mûre. Voilà. D'accord. Vous avez déjà une session IPA? On a une session IPA, ouais. Une brute IPA, la French IPA. Et ça marche très bien. Hein. En fait, si tu veux, l'été, comme ça, t'es en terrasse, il fait chaud, tu bois une bière qui fait 3% d'alcool, qui est bien désaltérante. Ouais, ça c'est... Là, je suis fan, par contre. Tu vois, vu ta formation, j'aurais tendance à dire que tu dois bien aimer les grosses belges qui tapent un peu, non? Non, pas du tout, non. Non. Alors, moi, mes goûts personnels, c'est que j'aime pas le sucré. Donc, je vais pas aimer trop les bières d'abbaye, trop les bières belges lourdes, sucrées, alcoolisées. Par contre, en Belgique, ce que j'adore, je pense qu'ils ont vraiment des années d'avance là-dessus, c'est le travail avec le bois. Alors, je suis un grand fan de la Rodenbach, notamment Rodenbach Grand Cru, Rodenbach Vintage, 100% qui vient de leur foudre. Et je trouve ça fantastique, quoi. C'est des bières très complexes, vraiment. Et en même temps, même si elles sont alcoolisées, le fait qu'il y ait cette acidité, ce travail avec le bois, ça les rend désaltérantes. J'adore aussi Duchesse de Bourgogne. Je trouve vraiment super équilibré. Ouais.
Mais il y a quand même cette acidité, ce travail avec le bois, avec voilà, et c'est toute l'expérience qu'ils ont sur travailler avec une microflore qui n'est pas les levures classiques, les bactéries lactiques, les bactéries acétiques qui vont donner de l'acidité, et ils ont une telle expérience là-dessus, c'est vraiment incroyable. Ouais. Okay. C'est pas juste je mets dans la barrique, j'attends ce qui se passe. Ils maîtrisent. Est-ce qu'il y a une bière que tu rêves de faire à la perfection? Oui. Et ben en fait. Je te dis actuellement, on réfléchit beaucoup pour avoir des foudres dans l'avenir, un peu comme Rodenbach, hein. Ouais, moi c'est mon modèle. Et ben j'aimerais bien les faire à la perfection. Mais je sais que voilà, la recette ça va pas durer 6 mois pour la monter. C'est une expérience qui va se faire sur des années en fait. Ouais. Là on rejoint un peu le monde du whisky avec l'élevage. Mais ouais, c'est mon rêve. Est-ce que tu peux nous parler des ingrédients un peu que tu utilises ici? Enfin, que vous utilisez. Ouais, alors on a un cahier des charges, c'est simple, hein, c'est que des ingrédients naturels. On travaille pas avec des arômes, pas de colorants, voilà, c'est plus naturel possible. Et si on peut pas le faire, on le fait pas. Donc on travaille avec énormément de maltes spéciaux, avec plusieurs fournisseurs. On travaille avec beaucoup de houblons différents. On doit avoir à peu près 35 houblons différents dans l'année sur l'ensemble des recettes. On a 18 souches de levure différentes. Moi, c'est ce que j'adore, hein, c'est aussi la diversité, quoi. Utiliser juste une levure, un houblon, c'est pas intéressant. Et après, on incorpore bien sûr des ingrédients un petit peu, on va dire du jus de cerise, fleurs d'hibiscus, fleurs d'acacia. On a déjà travaillé avec des poivres, le bois aussi qu'on incorpore, donc soit en copeaux dans la cuve. Et actuellement, avec notre activité whisky, comme on libère des fûts de whisky, on commence à créer une gamme de bières vieillies dans les barriques de whisky. C'est une belle synergie entre la distillerie et la brasserie. Eh ben, c'est une belle synergie, c'est une belle histoire à raconter. Parce qu'en fait, bien sûr, c'est à la mode, hein, les bières vieillies en barrique. Mais nous, notre chai, qu'est-ce qu'il va avoir de particulier? Et là, c'est beaucoup plus facile de répondre. Ben, c'est nos propres fûts de whisky qui ont servi à vieillir notre whisky et on fait vieillir notre bière dedans. Donc, le vin, le whisky et la bière, on rallonge la durée de vie. Okay. Et l'eau, elle est particulière ici aussi, non? Alors à Tarare, on a une autre source granitique des monts du Beaujolais. Donc c'est une eau qui est très douce, donc très peu calcaire. Voilà. Très ou trop? Oh, bah, en fait, pour la bière, c'est trop. On est obligé de réajuster, hein, parce que les levures, on va pas rentrer dans les considérations pointues chimiques, mais elles ont besoin de se nourrir, elles ont besoin de calcium, etc. Donc on fait attention à ça. Mais par contre, oui, c'est une eau qui est vraiment super à travailler parce qu'on peut faire beaucoup de styles de bière à partir de cette eau. C'est pas comme si on avait une eau très calcaire à la base. Pour l'enlever, c'est plus compliqué, surtout pour des brasseries de notre taille. Par contre, on a eu une surprise, c'est qu'on a fait nos bières brunes acides parce que en fait le malt torréfié donne de l'acidité et les eaux douces n'arrivent pas à contrecarrer en fait cette acidité, ce que font très bien les eaux calcaires, voilà, classiques. Et donc on avait une acidification. Donc là on a dû remettre ce qu'on appelle le carbonate de calcium pour la créer par le malt. Par le malt. Les maltes torréfiés donnent vraiment de l'acidité. Et c'est pour ça que en fait Lyon était très connu pour sa bière brune parce qu'ils avaient une eau parfaite pour fabriquer ces bières-là. Ok, c'est incroyable. Et l'eau, du coup, elle passe, la source, elle passe sous la brasserie, mais c'est pas celle que vous utilisez. Non, en fait, l'eau de source est captée par un barrage à quelques kilomètres de Tarare, et après elle est pompée par la station de Mouillatou. Alors c'est pas mal, une station qui traite l'eau et qui la rend potable, hein, qui la filtre. Et après, cette eau, elle part sur 2 réseaux, le réseau domestique de Tarare et le réseau industriel de Tarare. Mais c'est la même eau, voilà. Et en cas de pénurie, c'est le réseau industriel qui est prioritaire. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a énormément de teintureries, de blanchisseries qui avaient besoin de cette eau, hein, de qualité. Hein. Et en cas de pénurie, c'était le tissu industriel qui était prioritaire. Et ça, c'est très rare. Et je m'attendais pas à ça. Mais okay. Très bien. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Si, quand vous avez changé la brasserie d'emplacement, du coup, vous avez plus la même eau. Non. Et oui. Vous avez dû ajuster les recettes, ça s'est fait comment? Oui, on a ajusté les recettes. Bah, en fait, ça se fait déjà,
on chope les analyses, on appelle Veolia, tac, on regarde, on voit les qualités faibles, calcium, et après on réajuste avec les sels, hein, suivant, bon ben voilà, c'est notre métier, donc on sait à peu près qu'une eau de brassage, elle doit contenir tant en calcium, tant en magnésium, etc. Et c'est surtout au niveau des chlorures et du calcium qu'on réajuste. Ouais. Mm. Et vu que tu étais là depuis le début, toi, est-ce que tu as perçu un changement? Parce qu'il y a pas mal de gens, j'ai posé des questions sur les réseaux, tu sais, Ouais. vous avez comme question à poser à Ninkasi. Et il y en a, je pense que c'est haters de base qu'il y a partout, ils disent oui, comment ils font pour dire que c'est encore une bière locale et une brasserie artisanale avec les volumes qu'ils font? Alors voilà, c'est le problème en France, la définition d'artisan, c'est petit. Voilà. Alors bon, pour moi, c'est pas ça. Ma vraie définition d'un artisan, c'est quelqu'un qui connaît son métier de A à Z. C'est vraiment on n'a pas quelqu'un qui est à l'embouteillage et qui fait ça tout le temps. On n'a pas quelqu'un qui au brassage qui fait ça tout le temps. Le brasseur, il est capable de brasser, il va suivre ses fermentations, il va filtrer la bière, il va la conditionner en fût, et c'est la même personne. En fait, c'est ça un artisan, c'est quelqu'un qui a une vraie compétence, un vrai savoir-faire de A à Z. Et au Ninkasi, on a toujours cette culture-là, en fait, quand on forme notre personnel, d'essayer de développer la polyvalence. Voilà. On a peur de la monotonie et la lassitude, voilà. Okay. Et je trouve que c'est ça qui peut tuer le goût du travail et le fait de jamais vivre la même journée dans la semaine, c'est intéressant. Et comme on développe beaucoup de produits, de nouvelles recettes, bien sûr, collectivement, on travaille ensemble. C'est-à-dire que je vais dire à Elise, tiens Elise, tu vas m'aider, on va faire la blanche ensemble. Sylvain, on va faire un petit groupe de projets sur la nouvelle porteur qu'on va faire. Et tout ça, ça fait que ça stimule les gens. Ouais. Mmh. Et pour moi, l'artisanat, c'est ça. Ouais. C'est pas une question de taille. C'est pas parce qu'on est artisan qu'on doit pas être moderne. C'est pas parce qu'on est artisan qu'on est obligé de faire tel volume. Enfin, il y a rien qui définit un volume dans l'artisanat. Voilà. Ok. Ton houblon préféré? Ah, alors là. S'il fallait en choisir qu'un. S'il fallait vraiment en choisir qu'un, je prendrais le Saz. Ouais. Ça, c'est parce que je trouve que c'est un houblon très très fin et qui est utilisé en Tchéquie pour brasser les Pilsner. Et j'adore ça. Ouais. Budweiser, Budvar, Pilsner Urquell, enfin moi c'est des bières que j'apprécie beaucoup. Même si des fois on les a en France un petit peu oxydées, ouais, mais ça c'est la magie de la distribution. Ouais, voilà, ça c'est dommage, mais par contre, ouais, c'est comme ils disent les Anglais, sharp, voilà, c'est le bon qu'on est bien utilisé. Ouais, c'est le bon mot. Okay. Et si tu devais choisir 2-3 bières, donc tu as déjà parlé de la Duchesse de Bourgogne, ouais. D'autres, 2-3 bières vraiment en dehors de Ninkasi. Alors Orval, parce que moi c'est ma première gorgée de bière quand j'avais 14 ans, c'est mon papa qui m'a fait goûter. Et alors j'ai pas su si j'avais aimé ou pas aimé en fait la première gorgée de bière, c'était bon, c'était bizarre, mais par contre après j'ai aimé. Là t'as eu une belle formation. Oui, oui. Ensuite, voilà, c'est sentimental, mais c'est une très très bonne bière que j'adore. Hein. D'autres bières comme ça, Petrus, ouais, c'est toujours élevé en bois, ouais, avec c'est très fin aussi, je trouve, ouais. C'est très bien fait. Et allez, on va dire ça, c'est juste sentimental, mais c'est mes années d'études, c'était la Guinness. Voilà. Ouais. Un bon stout dans les pubs, et ça me rappelle de bons souvenirs. Et ça aussi, c'est que la bière, elle est toujours associée à des bons souvenirs. Ouais, heureusement. Ouais. Ok. Et dernière question, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu aimerais bien faire des collabs prochainement? Oui. Je connais bien la brasserie Mélusine et je m'entends très bien avec Laurent. Et j'aimerais bien faire une collab un jour avec lui. Voilà. Je sais bien qu'on a un projet aussi. Sylvain aimerait bien faire une collab avec Zobro. Il est en contact avec eux. Et en fait, moi, des gens que je connais pas, mais je trouve que ça pourrait être sympa, c'est de faire une collab avec Cantillon, avec nos barriques de whisky. Mais je sais pas s'ils sont ouverts à ça. Je lance un appel si vous m'entendez, Cantillon, appelez-moi. Ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais rajouter, dire, ou une question que je t'ai pas posée, quelque chose que tu aimerais dire? Non, je sais pas. Enfin. Mais je veux dire, maintenant, ouais, ça fait 22 ans que j'observe un peu le marché, les brasseries qui se montent et tout, et ce que je veux dire, c'est se monter maintenant comme une jeune brasserie, c'est difficile parce que
nous à l'époque, on avait une bière blonde, une bière ambrée, une bière blanche. Enfin voilà, tu vois. Puis on était juste brasseurs artisanaux. Maintenant, ça suffit plus en fait. C'est ça. Donc c'est ça qui est dur. Et je trouve que les brasseurs, les jeunes brasseries qui sortent leur épingle du jeu, c'est celles qui ont un vrai concept beaucoup plus pointu en fait, qui vont plus loin. Ça, on brasserie Edmond qui font de la bière sans alcool, même si j'aime pas la bière sans alcool, mais voilà, ils ont leur concept. La débauche, très bien, ils ont fait bière en barrique, super bien fait, des bières qui tapent. Ils se sont fait leur réputation là-dessus. Voilà, c'est ça. Il faut trouver vraiment, donner une image une identité à son produit en fait maintenant, plus que juste être brasseur. Tu penses qu'on peut parler de valeur ajoutée sur la moyenne bière française actuelle? Il faut faire quelque chose de plus ou vraiment se démarquer? Oui, c'est faire quelque chose de plus et plus pointu en fait. Voilà, vraiment avoir un plan, une stratégie. Pas seulement dire je vais faire de la bière artisanale. Puis même, on voit beaucoup ce qui se développe bio, local, mais même ça suffit plus parce que voilà, tout le monde le fait quelque part en fait. Bio et pas bio. Non, oui, de toute façon. Ça après c'est une autre question. Hein. Moi c'est pareil là-dessus. Je prends du recul par rapport à tous ces labels parce que l'eau qui est captée par des sources, est-ce qu'elle est forcément quelque part, elle va être polluée donc. Oui. Tu penses que le bio aujourd'hui c'est plus un argument marketing malheureusement ou qu'il y a vraiment un intérêt à le faire pour la filière ou pour la bière tout court? Je pense que ce qui est bien c'est une agriculture raisonnée en fait où on n'envoie pas des pesticides à gogo, c'est ça, voilà. Après qu'on est malade, on prend des antibiotiques, on prend des médicaments en tant qu'être humain. Donc quand les plants sont malades, des fois il faut les soigner. Mais je pense pas que être vraiment un intégriste du bio, oui, s'il faut un peu traiter pour soigner, parce que si tout va pourrir, oui. Mais par contre, il faut le faire intelligemment, c'est tout. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans en arrière, là c'était, il faut mettre 20, je vais mettre 100, on sait jamais, hop. Et puis non, après voilà, je suis plus pour vraiment une agriculture raisonnée, un respect de l'environnement. Ouais. Après le 100% bio, je sais pas si c'est bon parce que nous quand on a eu nos cours sur le maltage, on a beaucoup parlé des mycotoxines en fait, des toxines qui sont très cancérigènes, qui sont amenées par les micro-organismes. Et qu'en est-il sur les pommes qui sont pas traitées? Qu'en est-il? Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est peut-être que derrière le bio, oui, il y a pas de pesticides, mais il y a peut-être d'autres poisons dessus. Hein, voilà. On le saura comme l'amiante. Oui. On va prendre. C'est ça. Mon prof que j'ai revu, mon prof de Louvain-la-Neuve, qui était mon prof de chimie en brasserie, il m'a dit le bio va nous tuer. Bon, après. On verra si elle a raison ou pas. Hein. Ouais. Bon, écoute, c'est bon voilà. pour moi. Ouais. Super. Ok. Bon, merci. Hop.